Pendant longtemps, je me suis interrogé sur le shadow IT, donc le fait que les métiers aillent louer eux-mêmes des services avec leur carte de crédit sur Internet. Donc au départ, je sais pas, quand je débarquais dans des boîtes, j'allais voir la compta, listez-moi, je veux voir tous les abonnements qu'il y a à des services SaaS, et surtout vous regardez par les notes de frais, parce que ça a été passé souvent par là. Bon. Après, je me suis dit, bon, en fait, je ne peux pas endiguer ça. Si les métiers font ça, c'est que quelque part, ils ne trouvent pas la réponse à leurs besoins par la DSI. Et donc, depuis 2 ans, je mets en place une organisation où il y a un homme solution, dont le job, finalement, c'est d'être au courant de ce qu'on retrouve sur les places de marché, d'expérimenter rapidement, finalement, des process qu'on va louer chez les uns et chez les autres. Donc, pas plus tard que ce matin, je suis tombé sur une offre de gestion de contrat française en mode SaaS. J'ai ouvert un compte pour tester, je trouve que le truc est bien foutu. J'ai commencé à discuter avec les commerciaux pour voir combien ça coûte, leur modèle économique. Je l'ai passé à notre homme solution. Je lui ai dit, tiens, jette un coup d'œil, c'est pas mal. Ça pourrait être un jour une alternative à nos logiciels traditionnels sur lesquels on a fait de la customisation, ceci, cela. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? On récupère un process tout pré-câblé dans lequel on rentre. Et donc, je trouve que ça a beaucoup d'intérêt parce que finalement, on va proposer à nos utilisateurs de rentrer dans un process bonne pratique. On ne va pas inventer un process. Et donc, c'est un énorme avantage. Et donc, pour moi, le SaaS est une opportunité fantastique d'aller plus vite et de faire des économies. L'autre jour, j'ai vu un gars d'un grand cabinet de conseil qui nous disait il y a une boîte en Suisse, elle a viré son ERP, elle a pris un ERP en mode SaaS et elle a divisé par 10 ses dépenses parce qu'elle a interdit de faire de la customisation. Elle a dit, vous allez prendre les process, celles qui sont proposées. En fait, vous prenez des services SaaS ou cloud sur étagère ou qui existent, enfin sur étagère, qui existent, vous les agrégez dans un catalogue de services, dans une place de marché interne. Vous devenez en quelque sorte ce qu'on appelle dans notre jargon un cloud broker en interne de votre société. Et en fonction des besoins donc des différents métiers, vous allez pouvoir tirer les différentes briques qui sont nécessaires ou les rechercher si vous ne les avez pas encore. C'est ça que je comprends. Tout à fait. Donc, on a par exemple, la première brique que je mets en place, c'est Smartsheet, qui est un tableur collaboratif. C'est un outil de coordination des gens. C'est un outil qui est très intuitif. Donc là, en fait, on ouvre ça, on se met des tâches, on se les partage, on a des alertes. Il y a une très bonne adhésion, ça monte très vite. Mais je ne laisse pas les utilisateurs se provisionner tout seuls. Systématiquement, il faut qu'ils viennent à la DSI, exprimer un besoin. Nous, on vérifie est-ce que cet outil correspond à leur attente ou pas. Si c'est oui, tenez, on vous donne une feuille, vous l'avez, vous la gérez, et après vous nous dites, on regardera, à un moment, ils ne l'utilisent plus. Donc, la valeur ajoutée de la DSI, c'est d'accompagner l'expression des besoins, de pousser les gens dans la vision, puisque souvent, l'utilisateur, il a un caillou dans sa chaussure, et il va aller chercher la première solution qui le soulage. Or, en informatique, on doit toujours se projeter le plus loin possible, avoir de la vision poussée. Mais quel est le 8000 auquel tu veux monter? Ne pas juste aller retirer le caillou et faire la première colline. Si ça se trouve, on est 3 collines derrière. Et donc, à la DSI, voilà, on doit être pertinent sur le fait de comprendre ce que veut le métier, on doit le challenger, le pousser dans la vision. Alors, il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Et ça marche chez Corian, cette approche? Oui, alors bon, moi j'ai une position particulière du fait de. J'ai aussi DG dans l'industrie, c'est aussi comme Bertrand, j'ai monté des startups. Donc moi j'ai été multicasquette, j'ai été directeur commercial. Donc je vais voir les interlocuteurs, je dis mais moi j'ai fait ton métier avant, je te comprends. Et là, est-ce que tu as pensé à ci ou à ça? Alors la difficulté, c'est avec mes équipes. En général, ils ont eu une vie dans l'informatique et ils n'ont pas souvent eu une vie ailleurs. Alors c'est difficile de se projeter. Quelles sont les préoccupations d'un directeur financier? À quoi pense-t-il? Un directeur financier, par exemple, gère la sécurité de l'entreprise avant tout. Voilà. Comment se projeter dans les attentes des uns et des autres? Comment être au courant finalement de leur métier et leur faire des propositions pertinentes? Ce que je trouve bien avec le SaaS, c'est qu'on peut expérimenter très vite. On peut commencer à jouer, tester le process, voir s'il a du sens. On le met en test chez les utilisateurs, et s'il y a adhésion, pouf, voilà, on déploie. Et après, quand ça ne va plus, ou quand on est aux limites, ou qu'on veut faire autre chose, on change. Et là, alors effectivement, la discussion qu'on avait un petit peu avant sur des gens qui agrègent
des offres préintégrées de SaaS, comme il y a Microsoft, Salesforce, IBM, je crois, oui, qui en a un peu, SAP ou d'autres. Bon, l'avantage, c'est qu'on récupère des applications, finalement des process déjà préintégrés. Et donc, plouf, on ouvre les droits d'accès et finalement, les données fonctionnent entre les applications. On n'a pas à faire de ressaisie. Voilà, donc je trouve que aujourd'hui, une entreprise moderne qui veut aller vite, c'est difficile d'éviter le SaaS. C'est plutôt celui qui l'utilisera qui aura un avantage compétitif par rapport aux autres. Vous en pensez, Bertrand? Ah oui, tout à fait. Et je crois que c'est une tendance très forte. Si vous voulez, quand on regarde avec du recul la grosse erreur de l'implémentation, notamment des gros ERP, ça a été la customisation, d'accord? Et moi, ce qui me mettait en boule, c'est quand je faisais intervenir quelqu'un des métiers et qui promettait à ses équipes, pour une montée de version, il n'y aura pas de régression fonctionnelle. Donc ça, là, vous étiez sûr, vous partiez dans le mur. D'accord? Et puis quand on analysait 2 ans, 3 ans après, pour voir toutes les customisations spécifiques, le pourcentage qui était utilisé, c'était de la gabegie, c'était epsilonesque. Bon. Donc avec le SaaS, c'est clair. On dit non, toi, tu n'es pas différent des autres. Bon. Alors ce qui est très drôle, c'est qu'on est à la deuxième vague du SaaS. La première vague, elle a été essentiellement autour du CRM. Et là, dans les grosses boîtes, on disait, bon, pas de problème, c'est un logiciel pour les commerçants. De toute manière, les commerçants, ils n'avaient aucun logiciel, ils faisaient leurs petits trucs sur des spreadsheets, des machins, on n'avait aucune information. Donc, ils mettent leurs données sur un CRM en mode SaaS, pas de problème. Et puis là, il y a des vendeurs qui se positionnent sur l'ERP en mode SaaS. Alors là, on commence à toucher au bijou de famille de l'entreprise. Parce que l'ERP, il va vous dire, non seulement je vais prendre ton système de facturation, mais je vais prendre ton système de collecte de fonds. Et donc, il y a une boîte qu'on voit régulièrement dans la Silicon Valley qui s'appelle Zuora. Et ils nous racontaient que donc, dans tout ce qui est mode abonnement, bon, ils ont un positionnement très fort. Et pour tordre un ERP qui a été fait pour faire un workflow, supply chain, production, etc., pour passer en mode abonnement, c'est costaud. Hein. Vous pouvez y aller, là, vous partez pour 18 mois avec des projets vachement costauds. Et un jour, il me racontait qu'il y a une boîte du 440 qui arrive, qui dit, voilà, on a une petite offre abonnement, on aimerait bien prendre votre solution. Ah très bien, vous êtes en US-GAAP combien? Moi, je fais du US-GAAP 126, ça pas de problème, on peut faire aussi du 126, etc. etc. Donc, les mecs, ils s'en vont tout contents. Et puis, ils reviennent 15 jours après, ils disent, oui, mais attendez, nous, on est une boîte du 440, on est coté, etc. Donc, nos éditeurs internes ont dit que non, les factures, elles devaient être chez nous, les machins, vous comprenez, c'est différent, c'est différent. Le gars, il dit, non, vous n'avez pas vu, là, il y a écrit cloud, donc vous avez le droit à de la vanille ou de la vanille. Hein. Si vous voulez chocolat ou fraise, vous partez voir votre intégrateur préféré, et puis vous savez combien ça va vous coûter, et vous revenez dans 18 mois. Bon, 3 semaines de discussion, à la fin, ils y sont allés, toute boîte de 440 qu'ils étaient. Et ça, c'est une transformation radicale. Donc, ça veut dire quoi en termes d'architecture des systèmes d'information? Et il y a quelques grosses boîtes que j'accompagne qui l'ont bien vu, c'est de dire, allez, on va remettre le monstre dans sa boîte. C'est-à-dire l'ERP Uber Alles qui faisait papa-maman, on va le remettre à sa portion congrue, qui est le minimum vital obligatoire, étant donné les liasses fiscales qu'on doit produire, les consolidations, trucs muches, etc. Et on va laisser les métiers, chacun dans leur spécificité, faire en mode SaaS à côté des petits périphériques qui vont bien, mais on sait que les comptes, on doit les sortir à J+2 ou J+3, et c'est comme ça qu'on va les sortir. Tout ça intégré au travers d'API ou au travers de... Voilà.